Voilà, du coup, je vous propose que l'on démarre. Tout le monde n'est pas encore arrivé parmi les inscrits, mais voilà, les personnes prendront en cours de route. Bien, donc bienvenue à ce quatrième webinaire organisé donc par les équipes de la IST 89. Donc, nous allons vous proposer une présentation la plus exhaustive possible de votre service de santé au travail. Donc, 3 intervenants vont se succéder. Donc, dans un premier temps, Franck Vimino, directeur général de l'AIST 89, puis le docteur Fèvre, médecin du travail, et enfin Marie-Noëlle Charrier, technicienne hygiène sécurité, donc IRP, au sein du pôle prévention. Donc, pour ma part, je m'appelle Valérie Lutz, je suis ergonome et responsable du pôle prévention de l'AIST 89. Donc, je reviendrai, moi, en fin de présentation pour m'occuper de répartir vos questions à nos intervenants, puisqu'en fait, pour vous donner quelques informations pratiques, cet événement, en fait, permet d'avoir un traitement de vos questions par écrit. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve en fait en bas à droite de votre écran. Vous pouvez taper votre message. Ça apparaît dans le chat public. Et puis donc, moi, je vais m'occuper de la modération de vos questions. Vous pouvez les poser au fil de l'eau ou à la fin de la présentation, comme vous le souhaitez. Pour information, donc cet événement est enregistré. Il sera disponible sur le site de l'AIST 89 ainsi que la présentation début de semaine prochaine. On vous conseille également d'utiliser plutôt les navigateurs Chrome ou Mozilla plutôt qu'Internet Explorer parce qu'il y a parfois des problèmes rencontrés. Voilà, si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez nous les mettre dans le chat, on essaiera d'y répondre au mieux. Et puis sinon, je pense que je vous ai donné toutes les informations utiles. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne présentation et je laisse la parole à Franck Vimino. Bien, merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Franck Vimino, je suis le directeur général de l'AIST 89. Je vais vous présenter le service, puis ensuite je passerai la main au docteur Fèvre pour vous expliquer les éléments les plus spécifiquement liés à la partie médicale. Et puis ensuite, c'est Madame Charrier, comme le disait Madame Lux, qui interviendra et qui vous parlera des actions du pôle prévention. Alors, je vais faire défiler. Voilà, donc voilà le sommaire de ce webinaire. Je vais commencer par la présentation du service. Alors, pour vous dire simplement, premièrement, l'AIST 89 est une association de loi 1901 de droit privé à but non lucratif qui est financée exclusivement par les cotisations des employeurs adhérents. Le système est assez simple, c'est-à-dire que les entreprises payent une cotisation qui leur permet de bénéficier de ressources partagées. Quand je parle de ressources partagées, j'entends les équipes médicales, les intervenants en prévention des risques professionnels, qui vous proposent de l'accompagnement, de l'offre de prévention, des formations, des études de poste, des conseils, etc. Et je précise bien qu'il s'agit de ressources partagées. Alors, vous avez dans un premier temps, après les entreprises adhérentes, ce que vous voyez à l'écran, une assemblée générale. Le président de l'AIST 89, qui est Monsieur Guillaume Marie, réunit les adhérents une fois par an en assemblée générale. Le rôle d'une assemblée générale, c'est le même qu'une association traditionnelle, c'est-à-dire que ça permet aux adhérents d'être informés de tout ce qui est rapport moral, rapport financier de l'association. L'assemblée générale approuve également les comptes de l'exercice clos et le budget prévisionnel de l'année N+1. L'Assemblée générale délibère aussi sur les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour et elle ratifie les montants des droits d'admission et de cotisation. Elle va également élire ou renouveler les membres du conseil d'administration. Voilà, donc les décisions dans l'Assemblée générale de l'AIST 89 sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Ensuite, vous avez un conseil d'administration. Les services de santé au travail inter-entreprises sont gérés paritairement par un conseil d'administration qui est composé à part égale d'employeurs, c'est-à-dire que ce sont les représentants des employeurs qui sont désignés par les entreprises adhérentes et après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national, interprofessionnel ou professionnel. Ensuite, vous avez les salariés. Sur le même principe, les représentants des salariés des entreprises adhérentes sont désignés par les organisations syndicales qui sont représentatives au niveau national et au niveau interprofessionnel.
Le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants des employeurs. Et ensuite, vous avez un trésorier qui, lui, est élu parmi les représentants des salariés, ce qui nous permet d'avoir un conseil d'administration complètement paritaire. Vous avez ensuite un bureau de conseil d'administration, donc c'est comme dans les associations traditionnelles, c'est-à-dire qu'en fait, le bureau prépare les conseils d'administration. Et puis, ce qui est spécifique aux associations, notamment aux services de santé au travail, c'est ce qu'on appelle les commissions de contrôle, puisque en application de la législation, l'activité de l'association est sous la surveillance de ce qu'on appelle la commission de contrôle, qui est consultée sur l'organisation, mais aussi sur le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail. Cette commission, elle est composée pour un tiers des représentants des employeurs et pour deux tiers des représentants des salariés. Il est précisé que la fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible évidemment avec celle de président de la commission de contrôle, puisque le trésorier ne peut pas se contrôler lui-même. Ensuite, on a la commission médico-technique. Elle a pour mission de formuler des propositions sur les priorités du service et les actions pluridisciplinaires qui sont conduites par ses membres. Le service de santé interentreprise élabore au sein de cette commission médico-technique un projet de service pluriannuel dans le cadre d'un contrat qu'on appelle un CEPOM, c'est-à-dire un contrat d'objectifs et de moyens, en vue de définir les priorités d'action du service. Et ce projet, évidemment, est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Voilà. Cette commission médico-technique, elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions pluridisciplinaires. Elle est consultée sur diverses questions, comme la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail, l'organisation des actions au milieu du travail, tout ce qui tourne autour des examens médicaux, des entretiens infirmiers, l'organisation des enquêtes, des campagnes, notamment là dernièrement par rapport à l'actualité sur la campagne de vaccination contre la Covid-19. Cette commission, elle est composée de médecins, de professionnels divers qui sont recrutés après avis des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des assistants de service santé au travail sous l'égide du président de l'AIST 89. Voilà à peu près comment est organisé un service type. C'est l'organisation est quasiment identique dans tous les services de santé en France. Alors, si on revient un peu plus sur la présentation de notre service dans Lyon, vous pouvez voir la compétence géographique de l'AIST 89 sur cette carte du département. Il faut savoir que notre compétence géographique, elle est hors nord du département, qui est couvert par un service spécifique, qui est le service de santé de Nord-Lyon. Et l'AIST, pour information, est en cours d'absorption du service du Jovinien. Donc, nous sommes actuellement implantés sur les différents sites qui sont indiqués sur les cartes, c'est-à-dire on a un siège administratif, un siège social qui est situé à Auxerre. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les antennes ou des sites extérieurs à Migène, Saint-Florentin, Tonnerre, Avallon. Prochainement, nous aurons donc Joigny et nous sommes en train de travailler sur la mise en œuvre d'un site sur la Puisée-Forterre qui pourrait être sur la ville de Toussy. Voilà, aujourd'hui, on a 5269 entreprises adhérentes au service pour un total de 46 949 précisément salariés qui sont couverts, qui sont suivis au 31/12/2020. Alors, avec un suivi réel en fait d'à peu près 50 000 salariés, puisque dedans, on ajoute également tous les intérimaires ou encore les conventions avec la fonction publique ou d'autres entreprises qui ne rentrent pas dans le champ réglementaire traditionnel. Je vous ai présenté également ici l'organigramme de l'AIST 89. Donc, je reprends un peu pour pas paraphraser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un conseil d'administration, ensuite vous avez une direction générale, ensuite une direction adjointe. Alors, le conseil d'administration, je vous l'ai déjà détaillé, donc je n'y reviens pas. La direction générale, elle est composée de moi-même. La direction générale adjointe, c'est Madame Rigotier, Cécile. Et puis, on a ensuite des pôles. On a un pôle administration, un pôle médical et un pôle prévention. Dans le pôle médical, on a 8 médecins aujourd'hui qui représentent seulement 4,9 ETP. Ça, c'est un focus sur lequel c'est important de s'appesantir un petit peu puisque c'est très peu. Ces 4,9 ETP, ça s'explique par une grande tension concernant la démographie médicale. Alors, pas seulement, c'est pas spécifique à la médecine du travail, c'est quand même un phénomène qu'on rencontre à la fois au niveau national, mais surtout dans des départements comme le nôtre. Il faut savoir aussi que la médecine du travail est une spécialité qui n'attire pas forcément les étudiants en médecine en première intention. On a des problèmes en termes de ressources pour le suivi des 50 000 salariés du département, puisque vous imaginez que 5 ETP
de médecins pour suivre 50 000 adhérents, c'est relativement peu. On est également une zone géographique qui est peu attractive pour ces profils. Donc, depuis plusieurs années, la IST recrute des médecins à l'étranger avec des difficultés pour fidéliser ces profils qui, en général, ne restent pas dans Lyon. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est une vraie problématique pour la qualité du suivi du service et notamment des salariés. Des efforts sont faits au quotidien, donc on est en recrutement permanent, mais c'est effectivement un point d'attention particulière sur lequel le conseil d'administration est très attentif et sur lequel la direction est très engagée. Voilà. On a 13 infirmières et infirmiers, ce qui représente 11,9 ETP dans l'entreprise. On a 11 assistantes médicales, 5 assistantes techniques de santé. On a 4 IPRP. Alors, les IPRP, c'est ce qu'on appelle les intervenants en prévention des risques professionnels. Et nous travaillons également avec des assistantes sociales et des psychologues du travail, notamment pour l'accompagnement des salariés. Je terminerai sur le pôle administratif, un pôle administratif qui gère les relations avec les adhérents, donc notamment tout ce qui tourne autour des cotisations, des adhésions, des déclarations obligatoires, des règlements, des cessations, etc. À noter que depuis le 1er janvier 2001, les saisies déclaratives des adhérents se font uniquement sur un portail internet qui est dédié, que vous pouvez retrouver sur le site www.ast89.fr. Jusqu'à maintenant, la cotisation était calculée selon la masse salariale. À compter de 2022, la IST passera sa cotisation selon le mode dit du per capita, qui consistera à un mode de calcul à la personne physique suivie. Ça, c'est un événement qui est lié à la réglementation, donc c'est la législation qui l'oblige. Voilà. J'ai à peu près fait un tour, j'essaye d'être assez rapide sur ces éléments-là, puisque je pense que ce qui vous intéresse davantage, c'est surtout l'offre de service et les éléments que vont vous présenter le docteur Fèvre et Mme Charrier. Donc, je passe la main au docteur Fèvre pour la partie médicale, et puis évidemment, je vous propose de pouvoir répondre à vos questions au fil de l'eau et à la fin de la séance pour vous apporter davantage d'informations. Voilà, à tout à l'heure, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Marie-Christine Fèvre, l'un des médecins du travail du service. Et en introduction, d'abord quelques mots sur l'évolution de la médecine du travail. Médecine du travail entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, jusqu'en 2012, c'était le terme consacré, le terme historique, puisque le service assurait essentiellement des visites médicales. Désormais, nous parlons d'un service de santé au travail, puisqu'il correspond à une contribution plus globale de la prévention des risques professionnels, grâce notamment à une pluridisciplinarité, puisqu'un certain nombre de professionnels ont intégré le service depuis cette époque-là, infirmiers, ergonomes, correspondant à l'organigramme que vient de vous décrire Monsieur Villeminot. Ces professionnels sont regroupés en équipes pluridisciplinaires, le médecin du travail coordonnant et animant cette équipe. Depuis 2016 est arrivée une réforme de la santé au travail, tout en sachant qu'une future réforme est également attendue. Les services de santé au travail sont en perpétuelle évolution, soit entre deux réformes. En sommaire, nous allons d'abord aborder les missions de notre service. Ces missions sont donc exclusivement préventives. Nous n'avons pas la possibilité d'assurer des soins, pas la possibilité de prescrire des ordonnances, mais nous sommes dans un cadre de prévention, pas nous ne sommes pas en concurrence avec la médecine de ville. Nos missions sont d'éviter toute altération de la santé des salariés, mais également de surveiller la sécurité des tiers évoluant dans l'entourage immédiat du travail. Nous devons préserver la santé physique, mais également la santé mentale, qui est tout aussi importante, de nos salariés. Le service est conseillé des employeurs, des travailleurs, également de leurs représentants. Nous assurons la surveillance de l'état de santé des travailleurs et nous participons également au suivi et à la traçabilité des expositions professionnelles, notamment par le biais du dossier médical du salarié. Nous participons à la veille sanitaire par le biais d'enquêtes, notamment par exemple l'enquête sumaire. Les moyens de type les actions en milieu de travail, également appelées AMT,
pour le médecin du travail, historiquement le tiers-temps, puisqu'il devait assurer au moins un tiers de son temps à d'autres missions que des visites médicales. Ces actions au milieu du travail sont de ressort de l'ensemble de tous les professionnels des services de santé au travail, alors que le suivi individuel des salariés est exclusivement réservé aux médecins du travail et aux infirmières, qui sont les professionnels médicaux. Tous les intervenants du service sont tous soumis au secret professionnel, notamment en entreprise. Particulièrement, le médecin et l'infirmière ont un libre accès au lieu de travail. Tout lieu de travail où un salarié est amené à passer, le médecin du travail ou l'infirmière ont un droit de regard sur ce lieu de travail et ont un libre accès à ce lieu, tout en sachant bien évidemment que lorsqu'on va en entreprise, on prend par correction rendez-vous au préalable avec l'employeur. Les actions en milieu de travail sont très diverses. Elles ont pour but d'identifier et d'analyser les risques professionnels par le biais de visites dans les entreprises, d'études de poste, d'élaboration de la fiche d'entreprise qui est, par exemple, on peut comparer, je dirais, cette fiche d'entreprise qui est, je dirais, à l'entreprise ce qu'est le dossier médical aux salariés, ainsi que des mesures métrologiques dont vous parlera tout à l'heure, plus précisément Marie-Noëlle Charrier. Ces actions en milieu du travail comprennent des conseils en matière d'organisation des secours, formation secouriste. Nous participons aux réunions des CSE, tout en sachant que historiquement, autrefois, c'était le médecin du travail qui était invité au CHSCT. Désormais, il a la possibilité de déléguer aux membres de son équipe les participations au CSE. Campagne d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle. Par exemple, nous pouvons faire des campagnes d'information concernant, par exemple, la prévention du risque tabac dans des entreprises où il y aurait un risque d'usage de produits cancérigènes. Participation à des enquêtes épidémiologiques, c'est cité tout à l'heure l'enquête Sumer, par exemple. Formation à des risques plus spécifiques. Le suivi individuel du salarié, qui est donc du ressort du médecin du travail et de nos infirmiers. Ces professionnels sont soumis au secret médical. Ils étaient déjà soumis, comme les autres professionnels du service, au secret professionnel en général, donc notamment dans tout ce qui se passe dans les entreprises. Spécifiquement, ils sont soumis au secret médical. Rien ne doit sortir de la consultation en bureau. Notamment, on n'a évidemment pas la possibilité de donner le moindre renseignement médical aux employeurs. Il est de la responsabilité de vous, employeurs, de demander les visites, qu'elles soient d'embauche, de reprise, périodiques, et de déclarer votre suivi individuel renforcé. On en reparlera tout à l'heure et on le détaillera, par le biais du portail adhérent. Je rappelle la gratuité de tout ce qui est service, de notre service vis-à-vis du salarié, c'est-à-dire qu'il doit être indemnisé pour ce qui concerne ses frais de déplacement, ainsi que la visite se fait sur le temps de travail. Nous vous demandons de ne pas faire venir vos salariés lorsqu'ils sont en arrêt de travail, ainsi qu'en congé. Je serai un peu plus modérée sur la notion de congé, dans la mesure où bien des salariés, avec leur accord, acceptent de venir lors de leur congé. En revanche, pour l'arrêt de travail, vous ne devez pas nous les envoyer, sauf si c'est une demande spécifique de leur part, et on en reparlera tout à l'heure. Lors de l'arrêt de travail, on n'a pas la possibilité de délivrer une fiche d'attestation de suivi ou une fiche d'aptitude, puisqu'il y a une suspension du contrat de travail. En ce qui concerne la réglementation actuelle, donc elle est basée sur la réforme de 2012 ainsi que la loi de 2016. Elle intervient sur le suivi médical individuel des salariés, les fiches de visite, la procédure d'inaptitude et de reclassement qui avait été modifiée en 2016, ainsi que la contestation des avis du médecin du travail. Comme toute décision administrative, il y a un droit de contestation, aussi bien de la part de l'employeur que du salarié.
Je rappelle qu'une nouvelle réforme est en cours. Le principe du suivi médical des salariés, principe donc depuis 2016, est la disparition de la visite médicale d'aptitude au profit d'une visite d'information et de prévention, sauf, et le mot sauf est important, pour les salariés déclarés en suivi individuel renforcé, qu'on détaillera tout à l'heure. Donc, je dirais, depuis 2016, vous avez pu remarquer sur un certain nombre de vos fiches concernant vos salariés que le mot apte a disparu. C'est le principe actuel, mais tout en sachant qu'un bon nombre de salariés qui sont maintenus en suivi individuel renforcé conservent cette notion d'aptitude. En ce qui concerne les différents temps de rencontre avec les professionnels de santé, on distingue l'embauche, les visites périodiques, les reprises, les visites à la demande et les pré-reprises. Le terme temps de rencontre est décidé, je dirais, pour parler de deux choses à la fois différentes et tout à fait complémentaires. C'est la visite médicale qui est effectuée par le médecin du travail, alors que l'infirmier ou l'infirmière effectue des entretiens de prévention. Donc, on a employé ce temps de rencontre pour additionner d'une certaine manière les deux types. Un document qui est un peu rébarbatif en apparence, mais qui a surtout pour vocation de vous permettre dans un second temps de vous aider à déclarer sur le portail vos salariés en suivi individuel renforcé. Qu'est-ce que le suivi individuel renforcé? Lors de l'embauche, vous devez donc nous déclarer sur ce portail et on pourra séparer, je dirais, la diaporama en deux parties. La partie droite concerne le suivi individuel renforcé, la partie gauche, excusez-moi. Alors que la partie droite, tous les autres salariés, donc le suivi individuel qui ne l'est pas. Suivi individuel renforcé. Vous devez utiliser, pour vous aider à cette déclaration, votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Si votre salarié est exposé à l'amiante, au plomb, à un produit cancérigène ou reprotoxique, à des rayonnements ionisants, à des agents biologiques de groupe 3 et 4, les deux plus fréquents et plus faciles à retenir, hépatite B et tuberculose. Donc, tous les professionnels du milieu médical, du milieu de soins. Montage, démontage et échafaudage. Ce qui ne veut pas dire travail en hauteur. Il y a une différence. Ce sont des personnes qui montent et démontent des échafaudages sur lesquels eux-mêmes ou d'autres salariés sont amenés à travailler. Travail en milieu barbare, vous imaginez qu'il y en a assez peu dans Lyon. Tout ce groupe-là. De plus, les habilitations électriques, elles sont très nombreuses, puisque je rappelle au passage qu'un salarié qui change une ampoule électrique est titulaire d'une habilitation. Les CACES, donc conduite d'engin, mais aussi les grutiers, les pontiers, les manutentions manuelles de charges supérieures à 55 kg et les travaux dangereux auxquels sont affectés des moins de 18 ans, essentiellement des apprentis. Toutes ces personnes-là, tous ces risques professionnels, vous devez nous les déclarer en suivi individuel renforcé. À cette liste peut éventuellement s'ajouter, ce qui est extrêmement rare, je crois que nous n'en avons pas dans le service, des risques très spécifiques de certaines entreprises qui ne seraient pas listées là-dedans et pour lesquelles il y aurait un souhait particulier de l'entreprise de les déclarer en tir. Mais je dirais, cette procédure est relativement cadrée. Il faut l'accord de l'inspection du travail, du CSE, du médecin du travail. Et je crois savoir qu'il y a une cotisation particulière. Nous n'en avons pas à ma connaissance dans le service. Donc, toutes ces personnes déclarées en suivi individuel renforcé seront vues à l'embauche par un médecin et auront un examen médical d'aptitude. Vous avez une fiche sur laquelle la personne est notée apte. Tous les autres risques professionnels ne sont pas en suivi individuel renforcé. S'ils sont travailleurs handicapés, en invalidité, femmes enceintes, ils passent leur visite auprès du médecin du travail
il bénéficie simplement d'une visite d'information et de prévention. Vous n'aurez pas une fiche d'aptitude, le mot apte n'apparaîtra pas sur leur fiche. Pour tous les autres cas, la visite médicale à l'embauche, enfin, l'examen peut être effectué soit par le médecin du travail, soit par l'infirmier ou l'infirmière lors d'une visite d'information et de prévention. Voilà donc ce tableau auquel vous pourrez secondairement vous référer pour nous déclarer sur le portail vos salariés en CIR ou pas en CIR. Ensuite, il y aura un suivi périodique. Toujours la même séparation, côté gauche du tableau, les personnes que vous nous avez déclarées en suivi individuel renforcé. Ils seront vus tous les 2 ans en alternance, soit par un examen médical avec détermination d'une aptitude par le médecin du travail, soit par l'infirmier lors d'une visite intermédiaire qui prolonge l'aptitude du médecin du travail ainsi que les éventuelles restrictions notées sur la fiche précédente. Tous les autres cas en suivi individuel qui n'est pas renforcé, la personne peut être vue soit par l'infirmier, soit par le médecin du travail, lors d'un examen périodique qui est une visite d'information et de prévention, tous les 5 ans au maximum, ce qui peut être moins si le médecin du travail considère que vu l'âge, l'état de santé ou le poste, le médecin du travail considère que cette personne doit être vue plus souvent. Si la personne est travailleur handicapé, en invalidité ou travail de nuit, cette personne ne sera vue que tous les 3 ans au maximum et non pas 5. Tout en sachant que, comme dans ce cas-là, c'est un maximum qui peut être réduit sur décision du médecin du travail. Les fiches de visite sont au nombre de 4. Vous avez l'attestation de suivi, rédigée soit par l'infirmier, soit par le médecin du travail, sur lequel la notion d'aptitude n'apparaît pas, soit l'avis d'aptitude, rédigé par le médecin du travail, une fiche spécifique lorsqu'il y a une déclaration d'inaptitude, et quatrièmement, lorsque le médecin du travail fait des propositions de mesures d'aménagement de poste, vous avez une fiche supplémentaire qui est une demande de ces adaptations et qui doit donner lieu à un échange avec l'employeur. La visite médicale de reprise, elle est obligatoire pour tout arrêt maladie ou tout accident du travail supérieur à 30 jours ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée, tout en sachant que une maladie professionnelle dure rarement moins de 30 jours. Elle est obligatoire également après une reprise pour maternité. C'est l'employeur qui doit la demander, tout en sachant que s'il y a un défaut de l'employeur, le salarié a la possibilité de le faire également en prévenant l'employeur. Elle doit être réalisée par notre service dans un délai maximum de 8 jours après la reprise. Pour votre information, la visite de reprise maternité, le service a une dérogation de l'inspection du travail pour que ces visites soient faites par les infirmiers et les infirmières. Les visites à la demande, aussi bien l'employeur que le salarié que le médecin du travail peuvent demander des visites supplémentaires. Quand il s'agit de l'employeur, nous demandons une demande écrite et motivée et on demande à l'employeur qu'il veuille bien au préalable prévenir son salarié qu'il demande pour lui une visite supplémentaire. Le salarié également de lui-même a parfaitement le droit de nous demander une visite médicale, soit en passant par son employeur, soit directement auprès de notre service, s'il ne souhaite pas que l'employeur en soit informé. Auquel cas, dans ce second cas, ça ne peut pas être sur le temps de travail. De plus, effectivement, le médecin du travail, sur proposition de l'infirmier qui aura vu au préalable le salarié, a la possibilité de le revoir. Visite de pré-reprise, il s'agit d'une visite réalisée pendant un arrêt de travail et qui est extrêmement importante, puisque cette visite a pour but de préparer le retour au travail d'un salarié qui a des problèmes de santé. Elle est d'ailleurs obligatoire si cet arrêt dure plus de 3 mois.
Au jour d'aujourd'hui, cette visite de pré-reprise, elle ne peut être demandée que par le salarié à sa propre initiative ou sur conseil de son médecin traitant ou du médecin conseil. Au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas être demandée directement par l'employeur, ce qui n'empêche pas l'employeur d'en faire la publicité et de conseiller à son salarié de la demander, mais il ne peut pas l'obliger. En revanche, cette visite, dans le projet de future réforme, il est prévu qu'elle puisse être demandée par l'employeur. Ça n'est pas encore opérationnel au jour d'aujourd'hui. Les objectifs et moyens de suivi individuel du salarié. Lors de cette visite, nous interrogeons le salarié sur son état de santé, bien évidemment. Nous devons l'informer sur les risques éventuels auxquels expose son poste de travail, le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en œuvre, que ce soit EPI ou moyens de prévention collectif. L'informer sur les modalités de suivi, donc le prévenir de la fréquence à laquelle il sera convoqué. Lui proposer éventuellement des adaptations de poste, informer sur les vaccinations obligatoires ou conseillées, les effectuer s'il le souhaite, les faire effectuer par son médecin traitant, effectuer ou prescrire des examens complémentaires en rapport avec les risques professionnels. Ce peut être visiotest, audiogramme, spiromètre. Ce peut être également prescription d'un bilan biologique en laboratoire. Il a pour but, ce suivi individuel, de déterminer, lorsque la personne est en suivi individuel renforcé, de déterminer son aptitude. La procédure d'inaptitude, parce que si les salariés sont aptes parfois, et assez fréquemment d'ailleurs, nous prononçons des inaptitudes au poste de travail. Cette procédure d'inaptitude est cadrée par le Code du travail. Elle peut actuellement se faire en un seul examen ou, si besoin, avec un deuxième dans un délai maximum de 15 jours, si toutes les conditions n'ont pas été réunies lors du premier examen. Cette décision d'inaptitude doit se faire après un échange avec le salarié et un échange avec vous, employeur, échange dont la date doit être notifiée sur la fiche de visite d'inaptitude. Il doit avoir été effectué au préalable une étude de poste et une étude des conditions de travail et la date doit être notée sur la fiche d'inaptitude. Il doit être également noté la date de mise à jour de la fiche d'entreprise, tout en sachant qu'il n'y a pas de mise à jour obligatoire de cette fiche d'aptitude, contrairement par exemple au document unique où vous êtes soumis à une obligation annuelle de mise à jour. Il n'y a pas d'obligation de mise à jour. Donc cette date peut avoir, cette dernière mise à jour peut avoir quelques années lors de la procédure d'inaptitude. Dans les suites de la procédure d'inaptitude, il doit être recherché un reclassement dans l'entreprise, reclassement recherché par l'employeur, qui peut être en dispensé si le médecin du travail a prévu et a noté spécifiquement sur la fiche tout maintien de l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le terme dans un emploi est à entendre dans un emploi dans cette entreprise-là. Il y a un délai d'1 mois pour la recherche de solutions, soit de reclassement interne, soit de licenciement, tout en sachant que ce délai d'1 mois est souvent bien occupé, puisque le licenciement lui-même, les procédures de licenciement lui-même, la procédure est assez longue, et que si au terme de ce mois, le salarié n'a pas été licencié, vous, employeur, devez reprendre le paiement des salaires. Le salarié licencié, s'il n'y a pas d'autre poste, et je précise au passage qu'il existe des assurances pour ce type de risque, parce que le licenciement se fait bien évidemment avec des indemnités de licenciement qui peuvent parfois être relativement conséquentes et importantes, notamment pour les petites entreprises. Cette procédure d'inaptitude, mais également les autres décisions du médecin du travail,
peuvent être bien sûr être contestés, ce qui est tout à fait normal, contestés à la fois par le salarié ou par l'employeur. Et désormais, cette contestation se ferait auprès du tribunal des prud'hommes dans un délai qui est réduit à 2 semaines. Du fait de la crise sanitaire Covid-19 actuelle, il existe des dispositions transitoires qui ont été prévues par décret, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de report de certaines visites médicales ou de délégation auprès de nos infirmiers, infirmières. Dans le cadre de cette crise sanitaire, il y a eu participation, bien sûr, des services de santé au travail. Il y a eu un travail assez important d'ailleurs concernant les salariés vulnérables. Nous avons eu beaucoup de demandes, effectué pas mal de visites, soit physiques, soit plus souvent par audioconsultation, pour des demandes de salariés, savoir qui était considéré comme salarié vulnérable, qui pouvait rester ou non au travail et dans quelles conditions. Il y a eu également il y a toujours participation au contact tracing. Il est prévu, je dirais, nous venons en apport, je dirais, supplémentaire, puisque en général, la CPAM contacte directement les personnes qui sont Covid positifs pour leur donner les consignes d'isolement, mais nous pouvons intervenir à titre de conseil supplémentaire. Et actuellement, il y a un travail important qui est fait en matière de vaccination. Au niveau par tous les mardis, nous vaccinons des personnes, des salariés qui sont volontaires par le vaccin AstraZeneca ou Janssen. Voilà donc ce que je peux vous dire sur la partie technique, plus précisément médicale de notre travail effectué par le service. Et je vais donc laisser la parole à ma collègue Marie-Noëlle Charrier. Merci. Donc, je suis Marie-Noëlle Charrier, technicienne hygiène et sécurité, intervenante en prévention des risques professionnels donc au sein du pôle prévention. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Villeminot tout à l'heure, nous sommes 4 intervenantes en prévention des risques professionnels au sein du pôle prévention, une ergonome et 3 techniciennes hygiène et sécurité, dont une qui assure les formations sauveteurs secouristes du travail. Alors, tout d'abord, il est important de vous préciser que 2 journées d'intervention sont incluses dans vos cotisations dans la mesure, effectivement, dans l'année, hein, par adhérent. Alors, nous allons donc développer toutes les actions que nous pouvons vous proposer et notamment, tout d'abord, l'aide à l'évaluation des risques professionnels. Donc, nous mettons à votre disposition un logiciel qui s'appelle Objectif BU, que nous avons créé, je dirais, avec d'autres services de santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un outil donc qui est accessible en ligne grâce à des identifiants que nous vous fournissons lors de réunions d'information. Donc, ces réunions, nous en organisons une par mois sur Auxerre, environ donc une tous les 2 mois sur Avallon. Donc, elle se déroule de la façon suivante, c'est-à-dire que tout d'abord, nous vous proposons donc la démarche d'évaluation des risques professionnels. Ensuite, nous vous proposons l'outil, le logiciel. Nous vous donnons les identifiants et vous allez pouvoir travailler sur cet outil en notre présence. Vous nous posez les questions que vous souhaitez et ensuite vous retournez donc dans vos structures pour terminer votre document unique et bien entendu le mettre à jour régulièrement. Donc, si vous voulez, c'est un outil qui est important pour nous aussi, parce que, je dirais, ça pourra nous permettre, en fonction de l'évaluation de vos risques professionnels, de vous proposer des actions de prévention adaptées, sensibilisation, études de poste, etc. Alors, en fait, nous avons, je dirais, 3 grands domaines d'intervention, notamment l'ergonomie. Donc, en fonction de vos besoins, l'analyse ergonomique peut impliquer différentes actions, notamment donc des études de poste de travail,
des études de conditions de travail, donc dans un bureau, dans un atelier, dans un magasin, une crèche, enfin je dirais tout poste de travail, tout lieu de travail. Ça permet de mettre en évidence donc des contraintes existantes et donc de vous proposer des pistes d'amélioration des conditions de travail. Nous intervenons également, je dirais, sur l'organisation du travail afin de pouvoir vous faire des recommandations également, notamment pour les aménagements de postes de travail. Donc, nous travaillons aussi donc, en métrologie, comme vous l'a dit le docteur Fèvre tout à l'heure. Donc, nous avons différents appareils de mesure, notamment des appareils pour mesurer donc, le niveau sonore, hein, afin de connaître le niveau d'exposition au bruit des salariés. Et nous comparons les résultats à la réglementation afin de pouvoir vous donner également des pistes d'amélioration, des préconisations, prévention. Nous avons également des appareils pour connaître le niveau d'éclairement des postes de travail, donc dans les bureaux, dans les ateliers. Et de même, hein, nous nous référons à la réglementation en vigueur. Et également des mesures, des appareils de mesure de vibration. Donc, les vibrations transmises au corps entier hein, lors de la conduite d'engin, par exemple, et des vibrations transmises au niveau du membre supérieur lors d'utilisation d'outils électroportatifs, par exemple. Et de même, nous comparons les résultats à la réglementation en vigueur pour pouvoir vous donner effectivement, vous proposer des pistes d'amélioration. Nous intervenons également en toxicologie, donc cela concerne bien sûr le risque chimique. Donc, on peut vous aider à évaluer votre risque chimique, notamment en analysant donc les fiches de données de sécurité des produits utilisés. Dans un premier temps, pour repérer les agents chimiques CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Ça permet également, je dirais, l'analyse de ces fiches de données de sécurité, de cibler d'éventuels composés à prélever dans l'atmosphère de travail, connaître l'exposition des salariés, et puis aussi vous aider au choix des protections collectives et individuelles. Alors, comme je vous disais, on peut faire effectivement des prélèvements d'atmosphère. Hein, nous avons le matériel adéquat et nous travaillons avec différents laboratoires d'analyse accrédités. Alors, nous avons donc d'autres modules, je dirais des modules de sensibilisation sur différentes thématiques et donc je vais vous les développer. Nous avons un module de sensibilisation au port de charge où, alors en fait, tous les modules, je dirais, s'organisent de la même façon. Sont des modules plutôt de durée courte, maximum 2 heures, où tout d'abord, il y a une présentation théorique en salle et ensuite, nous rendons au poste de travail pour éventuellement relever les contraintes existantes et puis proposer des pistes d'amélioration à l'employeur. En ce qui concerne le port de charge, donc effectivement, le module théorique je dirais, se présente de cette façon. Nous abordons l'anatomie de la colonne vertébrale, quelques pathologies du dos, et ensuite, effectivement, on aborde les techniques de manutention pour éviter de se faire mal au dos. Nous avons également un module travail sur écran, donc qui va aider l'employeur et les salariés à repérer, à comprendre et analyser les risques professionnels liés au travail sur écran afin d'adapter donc le poste de travail. Donc là également, hein, nous allons au poste de travail pour peut-être même déjà faire des actions de correction immédiates, hein, parce que quelquefois il suffit juste de quelques réglages du siège et de l'écran pour obtenir une meilleure posture. Et s'il y a, je dirais, des actions à court et moyen terme, eh bien, nous faisons un compte-rendu écrit à l'employeur. Nous avons également un module qui concerne le bruit afin de sensibiliser donc les employeurs et les salariés aux risques liés aux nuisances sonores, toujours afin de mettre en place des protections adaptées. Donc souvent, je dirais, ce module est présenté et proposé à la suite de mesures de bruit.
Ça nous permet effectivement eh bien, de donner les résultats aux salariés et d'insister, souvent d'ailleurs, sur le port de protection individuelle. Il y a également un module qui concerne les risques psychosociaux, donc qui est plutôt à destination des encadrants, employeurs, managers, où on aborde évidemment certaines définitions. Nous parlons également des moyens de prévention, des signaux d'alerte, etc. Deux autres modules concernant les agents chimiques non étiquetés, c'est-à-dire effectivement là les fumées de soudage, où on abordera effectivement les différents techniques, les différents types de soudage et les effets sur la santé liés à l'exposition des fumées de soudage. Et nous parlerons bien entendu de la protection collective et de la protection individuelle. Un module concernant les poussières de bois, donc idem, hein, effectivement en abordant les effets sur la santé liés à l'exposition aux poussières de bois et l'intérêt des protections collectives et ou individuelles. Un module qui va concerner le risque chimique. Donc, c'est un module pour sensibiliser les employeurs et les salariés à l'exposition aux produits chimiques. Un module qui concerne le risque biologique, où là, on abordera les définitions, la chaîne de transmission, les effets sur la santé et les mesures de prévention. Nous avons également un module qui concerne le risque routier. Donc, attention, il ne s'agit pas d'un module de prévention routière, mais bien un module qui va aider l'employeur à l'évaluation du risque routier au sein de sa structure. Donc, plutôt à destination des employeurs, ce module. Et donc, deux autres sensibilisations, donc là, qui sont animées par des infirmiers santé au travail. Donc, un module qui concerne donc le sommeil, l'alimentation, hein, qu'on a nommé effectivement la santé et le travail, et un module qui concerne les addictions, hein, où mes collègues effectivement vont parler des différents types d'addictions, les effets sur la santé, les aspects juridiques, etc. Alors, nous avons également, je dirais, des séances qui vont concerner les salariés compétents en santé-sécurité. Comme vous le savez, donc depuis 2012, vous devez nommer dans vos structures un salarié compétent en santé-sécurité, hein, qui va vous aider dans l'évaluation des risques professionnels, qui vous aidera aussi dans la mise en place de mesures de prévention au sein de l'entreprise. Donc, ces séances, en fait, vont se dérouler de la façon suivante, hein, en trois fois, en trois temps. Un premier module qui va concerner les bases de prévention, un autre qui va concerner la prévention au quotidien, hein, comment on met en place une prévention au sein de l'entreprise, et puis un autre qui va concerner l'analyse des accidents du travail. Nous avons également une présentation, donc là, qui est animée par mes collègues formatrices sauveteurs secouristes du travail, donc qui sont liées donc à l'utilisation d'un défibrillateur automatique externe. Et elle vous parle effectivement de la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, depuis peu, nous animons aussi des webinaires, hein, comme aujourd'hui. Toutes ces présentations sont disponibles donc sur le site de l'AIST 89. Donc, un premier webinaire avait été animé concernant donc la mise à jour du document unique et la COVID-19, un autre correspondant au référent COVID et un autre sur le télétravail et l'ergonomie. Alors là, je vous ai parlé effectivement des actions qui sont incluses dans vos cotisations sur la base de 2 jours par an et par employeur. Vous avez également, nous vous proposons 2 types de formations, donc là qui feront l'objet effectivement de devis sur demande. Nous avons donc des formatrices sauveteurs secouristes du travail, hein, qui font les formations sauveteurs secouristes du travail et qui permettront d'être capables de prévenir donc des situations dangereuses dans les ateliers, dans les entreprises, d'intervenir et d'améliorer l'efficacité du secours aux victimes en cas d'accident.
Donc là, effectivement, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de mes collègues formatrices sauveteurs secouristes du travail. Et donc, un autre type de formation qui est dispensée par une infirmière santé au travail. Il s'agit de la formation en manutention de personnes. Donc, c'est une formation de salariés à la manutention manuelle de personnes. Et ma collègue les initie donc aux différentes techniques ainsi qu'à l'utilisation du matériel d'aide à la manutention. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce que vous propose le pôle prévention. Juste un petit mot sur les attentes donc, du service, notamment les documents à nous communiquer. Donc, effectivement, la mise à jour annuelle des effectifs sur l'espace adhérent est indispensable. Donc, sur notre site www.aist89.fr. Il est parfois, enfin, on vous demande parfois effectivement votre document unique d'évaluation des risques professionnels, de le consulter. Alors très souvent effectivement lors de la mise à jour ou lors de la création d'une fiche d'entreprise, mais aussi, je dirais, avant une métrologie ou éventuellement lors d'une étude de poste. Nous vous demandons également donc les fiches de données de sécurité. Hein, c'est important et nécessaire que vous les transmettiez donc à l'équipe santé-travail. Lors de la réalisation de la fiche d'entreprise ou lors de la mise à jour de la fiche d'entreprise, on vous demande le nom de votre salarié compétent puisque c'est aussi un interlocuteur, hein, je dirais, dans l'entreprise pour la mise en place de la prévention, de l'évaluation des risques professionnels. Parfois, il vous est demandé effectivement les fiches d'exposition à l'amiante hein, lorsque ce risque est présent au sein de l'entreprise. Et on vous demande aussi les fiches de poste des salariés lors d'études de poste éventuellement. Pour les salariés, juste un petit rappel, donc lors des visites médicales, il est important que le salarié vienne donc avec sa convocation qui a été envoyée au préalable hein, par l'assistante. Il est demandé évidemment le carnet de vaccination, les lunettes s'il en est porteur et le dossier médical en lien avec l'arrêt, alors qu'il s'agit d'une visite de reprise ou de pré-reprise. Voilà donc quelques informations effectivement pour nous contacter. Le site et nos adresses, les numéros de téléphone concernant nos différents centres, Auxerre, Avallon, Migène, Saint-Florentin et Tonnerre. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et donc nous allons passer aux questions. Alors, je vous propose, j'avais noté une première question pour le docteur Fèvre. Bonjour, est-il possible de demander une visite pour un salarié placé en chômage partiel depuis mai 2020, salarié considéré comme vulnérable au Covid et n'ayant pas repris depuis? Cette demande doit-elle venir de lui pour une éventuelle reprise au travail? Alors, donc, je dirais, c'est une question concernant les salariés en chômage partiel parce qu'il est considéré comme travailleur vulnérable ou pour un autre Oui, motif, apparemment, c'est ça. pour un salarié vulnérable. Alors, on a toujours eu beaucoup de questions à ce sujet-là. En général, on fait une audio-consultation. Et effectivement, on peut le demander. On donne une réponse par une audio-consultation, puisqu'en fait, c'est pas forcément indispensable de faire se déplacer la personne. Et on lui donne un avis sur ses possibilités de reprendre ou ne pas reprendre, en fonction à la fois de son état de santé et puis de la situation sanitaire au moment de la demande. Mais c'est possible, c'est possible. Merci. On peut donner un avis. On peut donner un avis. D'accord. Du coup, j'espère que ça répond à votre question, Madame Roland. Sinon, n'hésitez pas à nous remettre un petit message dans le chat. Une nouvelle question qui concernait le nombre de mètres carrés par salarié afin de savoir le nombre de personnes possibles par bureau. Donc, d'après le dernier protocole sanitaire, c'est toujours 4 mètres carrés. C'est une question pour qui? Pour Marie-Noël? Qui était pour nous, je pense. Oui, du coup.
Voilà. Je vous ai remis le lien du site Emploi Gouv sur le guide, notamment sur les mètres carrés. Effectivement, c'est 4 mètres carrés. Voilà, merci. Alors, quelqu'un nous demande si on va pouvoir disposer du support. Oui, tout à fait, hein. Donc, le support ainsi que le replay de cette session seront disponibles sur notre site Internet, hein, ainsi que les autres webinaires que l'on a déjà proposés. Faut juste nous laisser un petit peu de temps, voilà, de les mettre. Début de semaine prochaine, ce sera normalement possible. Alors, il y a d'autres… Non, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense qu'on a traité pour le moment les questions posées dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à nous réécrire. On laisse peut-être encore quelques minutes. Je vais peut-être revenir sur la question, Madame Roland, vous avez dit tout à l'heure qui pose le problème de demander une visite médicale pendant le chômage partiel, hein, c'est ça. Hein. Alors, si la personne a fourni un certificat d'isolement, parce que ça peut être le cas de son médecin traitant au préalable, certificat d'isolement qui est d'ailleurs valable pour l'ensemble de la crise sanitaire. On peut effectivement tout à fait donner un avis par audio sans consultation. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la personne doit être d'accord avec l'idée de reprendre. Hein. Parce que si elle bénéficie d'un certificat de confinement, c'est que d'emblée, cet isolement s'impose. Mais la personne peut parfaitement avoir envie, souhaiter reprendre. Et là, on peut l'avoir dans ce cadre-là. Si la personne applique les consignes strictes du certificat d'isolement, on ne peut pas, je dirais, la forcer à reprendre. Vous voyez la nuance. D'accord. Bah, écoutez, Madame Roland est toujours connectée, donc n'hésitez pas à nous donner voilà, votre avis sur le chat si ça répond à votre question. Madame Roland nous dit très bien, merci beaucoup. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que s'il y a des questions qui viennent par la suite, de toute façon, ça peut être à n'importe quel moment, évidemment. L'ensemble des numéros de téléphone des différents sites sont à votre disposition. Vous pouvez nous contacter et les standards téléphoniques vous réorienteront sur les bonnes personnes pour pouvoir vous donner les réponses adéquates à vos questions. Très bien. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on clôture cet événement. On vous remercie de votre participation et on reste bien sûr à votre disposition. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.